que le débat sur la recolonisation s'invite dans le monde des affaires, cela s'explique-t-il vraiment? Je crois que vraiment les gens ont raison de s'inquiéter par rapport à la recolonisation dans le monde des affaires. Moi, je pense que je ne vais pas utiliser le mot recolonisation, mais on assiste à un semblant de recolonisation, dans la mesure où, si vous prenez historiquement la France, la croissance économique en France a été toujours basée sur l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, c'est-à-dire les produits miniers et agricoles, que la France vient chercher en Afrique, les retourne en France et les transforme, vient les revendre aux pays africains. C'est un système qui a été mis en place depuis toujours et qui a perduré jusque dans les années 80. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir des années 80, il y a eu de nouveaux acteurs sur le marché africain, c'est-à-dire la Chine, qui a connu une percée économique sans précédent sur le territoire africain, avec une augmentation de ses parts de marché qui sont passées de 1990 de 2 milliards à 2013 à peu près 200 milliards de dollars, ce qui fait une augmentation de 2000%. Ensuite, la Chine est suivie par l'Inde, le Brésil, la Turquie, la Corée du Sud et beaucoup d'autres pays. Dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? La France se retrouve dans une situation difficile parce qu'aujourd'hui, n'ayant plus le monopole du marché africain, elle le partage avec les Chinois, les pays émergents et autres, qui, malheureusement pour la France, ne sont pas en train de céder du terrain. Donc, dans ces circonstances, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la France trouve un moyen de reconquérir les parts de marché qu'elle a perdues sur le continent africain. Dans la mesure où, si vous prenez les années de 2000 à 2011, la France a connu une chute de plus de 10% de ses parts de marché à peu près 4,7%. Ce qui justifie un peu la croissance économique de la France. Aujourd'hui, en 2014, les chiffres de la croissance sont clairs. La France a eu un taux de croissance de 1,1%. Au même moment, quand vous regardez les chiffres économiques en France, tout est en rouge, dans la mesure où aujourd'hui la France a un déficit d'à peu près 73 milliards pour 2016, un taux de chômage réel de 15,7%, c'est-à-dire que si vous prenez ceux qui sont au chômage, à peu près 10,6% de la population active, et vous y ajoutez ceux qui ne cherchent plus de l'emploi parce que frustrés, à peu près 1,4 million, on se retrouve à un taux de chômage de 15,7%. Ce qui, pour un pays développé, veut pratiquement dire la faillite. La France est au bord de l'explosion sociale, ce qui justifie le vote pour le Front National d'élection en élection, parce que les Français étant complètement désenchantés avec les partis traditionnels. Donc c'est dans ces circonstances que la France a choisi de relancer son économie par ce qu'ils appellent une diplomatie économique. Diplomatie économique qui est portée par Laurent Fabius. Et Laurent Fabius a eu recours à, disons, son meilleur ami, qui est Lionel Zissou. Lionel Zissou étant aujourd'hui le Premier ministre de la France, l'homme même qui a été l'architecte du rapport Védrine-Zissou, parce que quand vous regardez ceux qui ont écrit ce rapport avec lui, il y a un monsieur parmi eux que Lionel Zissou a recruté il y a 10 ans à la Banque Rothschild. Il faut également ajouter d'autres parmi ceux-là qui ont écrit ce rapport, qui ont servi dans des conseils d'administration avec Lionel Zissou. Donc par conséquent, Hubert Védrine étant la caution morale de ce rapport, ayant été ministre des Affaires étrangères, donc je pense que la paternité de ce rapport revient à Lionel Zissou, qui dans ce rapport a défendu des positions qui font dire aujourd'hui que les gens, qui font dire aux gens que la France est en pleine recolonisation économique de l'Afrique. Dans la mesure où, si vous prenez par exemple la proposition numéro 9 qui dit qu'il faut élargir la zone CFA, élargir la zone CFA, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui pour l'Afrique. Il faut même qu'on pense à comment sortir de la zone CFA. Donc est-ce que Lionel Zissou, en tant que président de la République, va permettre ce débat sur le CFA, va permettre à ce débat de continuer, parce que déjà l'Afrique, les pays de la zone CEDEAO sont en train de penser à avoir leur propre monnaie d'ici 2020. Donc est-ce que lui, il ne va pas frustrer ce débat autour du CFA?
qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent d'avoir des infrastructures, parce que notre argent est utilisé par les Occidentaux, surtout par la France, pour construire des centrales électriques et autres. Au même moment, vous prenez la proposition numéro 10, et c'est cette proposition qui doit le plus vous inquiéter, parce que le CFA a toujours été en place, et malgré le fait que la France ait accès à ses réserves bancaires, aujourd'hui est toujours en difficulté. Et donc, il faut maintenant renforcer la présence de la France en Afrique à travers l'augmentation des visites des chefs d'État du président de la France en Afrique et des ministres français en Afrique. Également, dans cette proposition, il a été dit qu'il faut investir les leviers de décision politique et économique en Afrique avec des cadres qui ont été moulus en France, etc. Et donc, quand vous voyez tout ça, et vous voyez les conditions dans lesquelles Lionel Zissou a été nommé Premier ministre, il y a matière à s'inquiéter, dans la mesure où Lionel Zissou, on essaie toujours de nous le présenter comme ayant été la plume de Fabius, c'est-à-dire une relation d'ancien professeur à un ancien élève. Or, la relation entre Fabius et Lionel Zissou dépasse cette relation, dans la mesure où Lionel Zissou a été même présenté comme l'homme du réseau de Fabius. Vous savez, la relation entre les deux hommes, non seulement une relation professionnelle, entre 1984 et 1986, Lionel Zissou a fait partie des différents cabinets de Fabius. Ensuite, en 1986, Lionel Zissou a créé un club qui s'appelle Solidarité Moderne, dans le but exclusif de réunir les gens qui nourrissaient une ambition présidentielle pour Fabius. En 2002, il a été choisi comme l'un des animateurs, sinon l'animateur principal du club Fraternité, qui est le cercle de réflexion de Laurent Fabius. Les deux ont également une amitié qui est allée jusqu'aux affaires, dans la mesure où ils sont actionnaires de la maison de vente aux enchères Piazza, avec un certain nombre d'individus tels que Serge Weinberg, Paul Schweizer, qui est aujourd'hui commissaire du gouvernement aux investissements. Donc, quand vous voyez tout ça, à la proximité de l'homme avec Fabius et l'establishment français, sachant bien que Lionel Zissou même a dit dans les colonnes du journal français L'Express que Fabius et Dominique Strauss-Kahn sont les deux qui ont le réseau le plus puissant de l'univers économique de la gauche. Donc, c'est une situation qui doit nous amener à réfléchir et à penser à où est-ce que nous allons. Aujourd'hui, est-ce que les bruits de bottes, la bourde au niveau du monde des affaires a encore sa raison d'être quand officiellement l'homme même sort et dit oui, c'est vrai, hier on a tenu un certain nombre de propos, mais la recolonisation ne passera pas en Afrique, bien entendu, ne passera pas par le Bénin. Est-ce qu'il ne tait pas? Est-ce qu'il n'apaise pas? Est-ce qu'il ne rassure pas finalement? Et c'est l'homme de la table ronde de Paris pour le Bénin. Ça, il ne faut pas l'oublier. Écoutez, nous allons laisser le révisionnisme aux historiens. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer notre temps à revoir ce qui a été les pensées de Lionel Zissou. Lionel Zissou, par le passé, a été clair les pensées dans ses pensées. Lionel Zissou, n'est-ce pas, justement, fermer cette fenêtre et voir ce que l'homme peut apporter économiquement. Non, si pendant de nombreuses années, vous avez défendu un certain nombre de positions, notamment comment aider à limiter la rétraction de la puissance économique de la France en Afrique, il y a un document vidéo qui s'appelle La France-Afrique, le temps des entrepreneurs. C'est un document vidéo qui a été réalisé en partenariat, je crois, avec l'Institut Montaigne par Lionel Zissou. J'encourage tout le monde à aller voir cette vidéo sur YouTube. C'est clair. Lionel Zissou a été clair et vous allez sentir dans ses propos qu'il s'inquiète du recul, du reflux des entreprises françaises en Afrique. Il a parlé des banques, etc. Ce qui devrait nous inquiéter le plus, c'est la dernière sortie de l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, qui est un citoyen de notre puissant voisin, le Nigeria, et qui s'inquiète de l'irruption soudaine de Lionel Zissou sur la scène politique béninoise. Aliko Dangote, selon tout ce que nous avons lu récemment, a fustigé la présence de Lionel Zissou, qui considère comme un négociateur international qui a toujours été au service de la France et qui a toujours défendu les intérêts français. Et donc il ne pense pas comment, il ne sait pas comment
cet homme aujourd'hui peut changer en un laps de temps, dans la mesure où les intérêts de la France ont toujours été sa priorité. Et quand vous voyez des gens de cette trempe commencer à se plaindre, ça veut dire qu'on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Parce que dans la même interview, d'un côté, estime que la présence de Lionel Zichou peut faire qu'il y aura une réticence à investir en Afrique et surtout en Afrique francophone, parce que pour lui déjà, c'est assez difficile d'investir dans les pays qui ont été colonisés par la France. Il a dit plusieurs fois, il a dit sur Africa V4, et il a réitéré aujourd'hui à cause de la présence de Lionel Zichou au Bénin. Donc, c'est dans ces conditions qu'il faut qu'on évalue cette présence du Premier ministre qui aujourd'hui est candidat aux élections présidentielles. Et je pense que la valeur de l'homme doit être jugée sur ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous avez dit en tant que, bon voilà, l'homme a changé peut-être, qu'il dit quelque chose d'autre aujourd'hui. Bon, écoutez, regardons le bilan de l'homme. Quand il est venu, il a dit, si on peut montrer qu'il y a des méthodes pour changer la vie des Béninois en 10 mois, que peut-être les gens vont vouloir continuer l'expérience. Donc, voyons un tout petit peu, si vous le permettez, le bilan de l'homme. C'est quoi le bilan de Lionel Zichou au Bénin à l'heure où je vous parle? Le bilan de Lionel Zichou est la signature de la convention des rails pour Bolloré. Et cette signature, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer l'appauvrissement de la bourgeoisie locale et de la classe moyenne locale. Je vais vous Comment expliquer. ça? Ou bien faire profiter toute cette classe? Alors, je vais vous expliquer un peu comment les choses se passent. Pourquoi aujourd'hui la France a d'énormes difficultés? Après les indépendances, et même avant les indépendances, la France avait le monopole du marché des pays colonisés, de l'empire colonial africain. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez des compagnies comme la CFAO, CFDT, le SCOA, les gens qui sont dans les BTP, etc., la manutention portuaire, qui étaient exclusivement dominés par la France. Et donc, du coup, tout l'argent qui provenait de ces sociétés en Afrique retournait au trésor français et n'était pas réinvesti en Afrique. Et donc, aujourd'hui, la présence d'autres acteurs sur le terrain a enlevé de facto ces revenus qui allaient en France, et d'où un certain nombre de difficultés économiques pour la France. Et donc, quand vous prenez par exemple les rails qui ont été octroyés à Bolloré, il en aura en exploitation, c'est lui qui décidera de quels produits vont monter sur ces rails. Et vous imaginez, en France et aux États-Unis, quand vous prenez une locomotive, vous pouvez tirer à peu près 200 wagons. Vous imaginez, en une journée, Bolloré peut tirer peut-être 1000, 2000 wagons, parce que le Bénin étant le port d'entrée de plus de 5 pays, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, et je mets aussi le Togo. Et donc quand vous prenez ces régions, c'est-à-dire les pays que j'ai cités, et vous ajoutez le nord Nigeria, on se retrouve dans une situation où Bolloré et la France ont un accès direct à un marché d'à peu près 254 millions de personnes, et un PIB de 633 milliards de dollars. Et c'est-à-dire que, donc, la France s'étant désindustrialisée, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Le commerce entre la Chine, l'Inde, etc., la Turquie et l'Afrique se fait par des individus, les Aladji de Porto Novo et autres. Donc, ces gens, si vous prenez cette tablette, ils vont acheter ça en France, peut-être en Chine, ils commandent 2 conteneurs, et donc ça va lui revenir peut-être à 1000 €. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La France étant désindustrialisée, les Français étant ici, parce qu'avec le pouvoir présidentiel, nous sommes dans un régime fort, il ne faut pas l'oublier, et toute position acquise peut être détruite par un décret présidentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Français vont se constituer, les entreprises françaises du monde peuvent se constituer en pool et aller faire de grosses commandes
Et qu'est-ce qui va se passer si eux, ils commandent 100 conteneurs de ce même produit, ils vont l'acheter à peut-être 100 $ au lieu de 1000 $. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont contrôler les prix et vont ramener ces produits ici qui seront mis transportés par ces wagons. D'abord, ça va tuer rapidement le business des camionneurs. Okay? Et ce qui va se passer le long du corridor, c'est-à-dire vous aurez les ports secs de Parakou, de Malanville, etc. Ces produits seront déversés là. Et ensuite, il y aura des camionneurs. Aujourd'hui, ce sera les camionneurs français, les camionneurs belges qui vont venir et qui vont prendre ces produits, qui vont aller les livrer au nord Nigeria, Kano, Kaduna, Zaria, etc. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? En 2 ans, 3 ans, on va constater un appauvrissement des Français, des Béninois, pardon. Dans la mesure où, si vous regardez la vidéo la France-Afrique, le temps des entrepreneurs, c'est exactement ce dont se plaignait Lionel Zissou pour la France. Il a dit, les Français sont en train de s'appauvrir à travers les flux de commerce. Et c'est ce qui va se passer ici. Et donc, quand vous regardez tout ça, que vous mettez à l'actif de l'homme, moi je pense que 5 ans ou 10 ans, parce que s'il est élu, il sera là pour 10 ans, je crois, parce que c'est comme ça que les choses... La c'est 5 ans, renouvelable pour l'instant. Oui, bon, écoutez, on sait bien comment les élections se passent ici. Nous sommes à 2 semaines des élections présidentielles au Bénin. On n'a même pas de carte d'électeur. Dans quel pays vous voyez des choses pareilles? Et depuis 10 ans, c'est comme ça qu'on a toujours assisté à des élections calamiteuses, parce qu'on veut toujours faire de la fraude. Mais moi, ce que je veux dire, je crois qu'on est en train d'aller un peu de l'autre côté, mais je tiens à parler de ça parce que un président élu qui n'a pas de légitimité ne pourra pas bien diriger un pays, et c'est ce qui se passe. Quand vous avez des chefs d'État qui sont élus et qui n'ont pas de légitimité, la légitimité c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est le peuple qui vous confère la légitimité et c'est le peuple qui est souverain. Et tant que vous n'aurez pas cette légitimité, vous n'allez pas incarner la volonté populaire et il vous sera difficile de diriger un pays, de négocier avec les syndicats, de faire un certain nombre de choses, de négocier avec les forces politiques. Parce que la gestion d'un pays n'est pas une gestion solitaire. Et revenons à la préoccupation. Revenons donc à la préoccupation. Il y a le projet Lumière pour tous. Bon, je ne sais pas là où ce projet-là se trouve aujourd'hui. On a vu à la télé, on en a parlé à la COP21, etc. Bon, ce n'est pas en fait ce qui va sortir les Béninois du délestage constant que nous vivons. Depuis quelques semaines, le délestage a recommencé. Bon, évidemment, on nous a dit qu'il y aura à peu près 40 milliards qui seront ponctionnés sur le budget national pour faire ce projet. Moi, je me demande bien pourquoi maintenant est ce projet à la fin d'un mandat présidentiel alors qu'on va aux élections présidentielles. Voilà. Et qui sont ces compagnies qui ont eu le droit de distribuer ces lampes solaires? Il faut qu'on nous informe sur tout ça. Il faut qu'on change la façon dont les choses sont en train de se faire dans ce pays. Donc, son bilan ne vous rassure pas? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans la même opacité qu'on a eu pendant 10 ans avec Boni Yahi et sa clique. On ne peut pas continuer comme ça. Et nous, moi je pense que les jeunes doivent se lever, commencer à poser des questions et dire non à ce genre de choses. Le Bénin est un pays qui, si nous avons une bonne gouvernance, devait être un pays riche. Vous prenez le Bénin et vous comparez le Bénin à Singapour, on a peut-être 10 fois plus d'atouts que Singapour. Et voilà, on végète dans la misère, les jeunes n'ont pas de boulot, et tout ce qui préoccupe cette classe politique, aujourd'hui, c'est le copinage entre les institutions de la République. La classe politique est tétanisée, caporalisée par l'exécutif, et du coup, les jeunes sont là, et on a des ministres qui, leur préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas l'emploi des jeunes. On les réunit, on leur dit ci, on leur dit ça, on leur promet des emplois qui ne se matérialisent jamais. L'emploi ne se crée pas, l'emploi ne se décrète pas. On ne peut pas créer des emplois par un décret présidentiel. Mais l'emploi se crée en mettant en place des conditions pour créer ces emplois, c'est-à-dire en mettant en place des conditions qui favorisent les hommes d'affaires, parce que c'est eux qui sont créateurs de richesse et par conséquent créateurs d'emplois. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et ce pays doit être ouvert à tout le monde. Vous semblez oublier les structures en place ici pour accompagner l'emploi des jeunes. La NPE, je vais citer au passage, le FNPEJ, pour ne citer que ceux-là. C'est quand même pour la jeunesse tout ceci.
Dites-moi le nombre d'emplois que l'ANPE a créé dans ce pays, le nombre d'emplois que le FNPS a créé dans ce pays. J'espère que vous ne voulez pas que je revienne. Je parle des scandales des scandales au niveau du FNPS. On ne comprend pas le bruit qu'il y a au niveau du monde des affaires. Ces agences dont vous parlez, en fait, moi je considère qu'il faut qu'on revoie tout ça. Parce qu'on crée des structures qui deviennent des nids, des trous de détournement, de gabégie. Non, attention, attention. N'est-ce pas possible de trouver juste un modus vivendi pour espérer un bon qualitatif? Non, je crois qu'il y a eu mal donne dès le départ. La façon dont le président Boni Yayi a amené le Premier ministre au Bénin, moi je ne dis pas que le Premier ministre n'a pas le droit d'être Premier ministre au Bénin. C'est un Béninois et c'est un intellectuel, c'est un banquier d'affaires, c'est un homme d'affaires et il peut apporter beaucoup à ce pays. Mais le problème qui se pose, quelles sont les intentions réelles de l'homme? Une petite analyse, moi, me dit que Lionel Zissou est ici non seulement pour avancer les intérêts de la France, mais peut-être la présence de Lionel Zissou, c'est les intérêts du président Boni Yayi et personne n'en parle. Peut-être c'est un deal, on n'en sait rien. Peut-être que le président Boni Yayi cherche un sauf-conduit après le pouvoir. On sait bien qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais moi, je veux vous dire ceci. Quel que soit le deal qu'un chef d'État africain fait avec n'importe quelle puissance, ces deals n'ont aucune valeur. Vous voyez aujourd'hui Moubarak en Égypte. Vous voyez aujourd'hui Blaise Compaoré, aujourd'hui, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est obligé d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Regardez, qui a servi la France mieux que Blaise Compaoré dans la sous-région? Vous pouvez me le dire? Donc, je ne sais pas... Des conseils que vous donnez? Oui, c'est des conseils que moi je donne au président Boni Yayi. Je crois que c'est quelqu'un qui... Vous lui demandez de lâcher l'homme? C'est quelqu'un qui en 2006 a été porté par le peuple pour venir changer les choses. Mais 10 ans après, on se retrouve dans une situation de désenchantement total. On nous amène quelqu'un, on dit qu'il va poursuivre les œuvres du président Boni Yayi. Ben, voilà ce qui se passe. Lionel Zissou, quelqu'un que j'ai toujours respecté, mais que je découvre que finalement, Yayi Boni, Lionel Zissou, c'est la même chose pareil. Dans la mesure où Lionel Zissou, depuis qu'il est là, n'a jamais respecté notre constitution. L'utilisation abusive des biens de l'État pour faire de campagne. Le clergé a dénoncé ça en demandant à Lionel Zissou de démissionner, ce qu'il n'a jamais fait. Moi, je pense qu'il y a un problème éthique. C'est-à-dire que c'est son droit, il n'a pas besoin de démissionner, mais cependant, en politique, l'éthique compte pour beaucoup. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit qu'il veut changer les choses, qu'il veut faire les choses autrement, mais son comportement ne va pas dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est l'homme qui continue d'être membre d'un certain nombre d'instances en France, malgré le fait que l'article 54 de notre Constitution l'interdit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Personne n'en parle, c'est-à-dire on se retrouve dans une gadoue totale où tout le monde vit cette situation et accepte de continuer dans ce désordre infernal. Non, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut que nous tous, nous Béninois, surtout les jeunes, qu'on fasse un arrêt et qu'on analyse tout ce qui se passe, qu'on n'accepte pas la fatalité, parce que depuis on nous dit voilà, telle chose va se passer. D'abord, nous ne sommes pas encore partis aux élections, les gens parlent de chaos, etc. et tout ça. Ce n'est pas normal. Vous avez le président du COSLEPI qui vient à la télé, qui gaillardement dit qu'il y aura un chaos. Dans d'autres pays, il aurait été démis de ses fonctions. Letoudi Béton, merci beaucoup, merci à vous aussi. Médric. Vincent Bolloré, le danger de toute notre Afrique. Vincent Bolloré. Peuple africain, il faut qu'on en découte avec ce vampire chez nous en Afrique.